Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver, IDF1 chez vous dans le 8e arrondissement de Paris, ici rue de Miromesnil, et j'ai le plaisir de vous présenter Régis Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre galerie Tout à fait. avec une nouvelle exposition qui s'appelle comment? Alors, lumière sur mécanique et mécanisme. On va revenir un petit peu sur vous. Vous êtes tombé dans la lumière à quel moment? Alors, comme Obélix, très petit dans les luminaires, puisque mon père fabriquait déjà des luminaires. La société, donc une société familiale. Et puis moi, en 1992, au début de mes études, je reprends la société. Je fais mes études en parallèle, mais je positionne la société sur des marchés de Nice, des vraies spécialités, notamment la restauration des lustres des monuments historiques. Une entreprise dans le sud de la France? Dans le Luberon, exactement. Oui, une entreprise dont les ateliers sont dans le sud, ainsi qu'un grand musée de lustres. Et vous avez ouvert cette galerie assez récemment. La galerie a 3 ans. En fait, j'ai d'abord commencé par collectionner les lustres sans me poser beaucoup de questions. Puis à un moment, j'ai eu énormément de lustres. J'ai mis ces lustres-là dans un lieu qu'on a appelé le musée parce qu'ils n'étaient pas à vendre. Et puis à un moment, la collection était devenue trop importante. Et il a fallu penser à vendre des lustres. Donc vendre des lustres anciens, entre guillemets, des lustres contemporains, mais toute époque confondue. Il a fallu ouvrir une notion de galerie. Et donc voilà comment cette galerie est née. Donc ici, ça change régulièrement le décor. En tout cas, vous changez les luminaires régulièrement. Quand on a 500 lustres à exposer et que 200 mètres carrés, c'est un petit peu compliqué. Et ça nous laisse cette chance-là, alors il faut les bouger quand même, et les redescendre dans le sud, de pouvoir vraiment créer des événements autour des lustres. Faire un événement sur le plexiglas, un événement sur le cristal, un événement sur le néoclassique, un événement sur les grandes sculptures en laiton. Et là, aujourd'hui, un événement sur quelque chose qui me touche de très près, qui est la mécanique, parce que j'adore les voitures anciennes, c'est pas un secret, puisque j'ai déjà fait à la lustrerie beaucoup d'expositions qui sont lumière sur Bugatti, lumière sur des voitures, et qu'en fait à Paris je voulais transporter cette notion d'exposition mais en trouvant un nouveau concept. Et quand je mets un lustre à bougie qui éclaire une voiture vers 1920 ou 1930, vous avez une vraie émotion parce que vous voyez le dessin de la voiture, vous voyez une feuille blanche avec un dessin. Mais le public ayant vu ça, ayant vécu ça, cette émotion, ce partage, puisque les expositions dans les ateliers dans le sud sont que la nuit, j'ai voulu ici expliquer qu'en fait le moteur aussi est dessiné, comme un mécanisme de montre aussi est dessiné. Et en fait cette émotion est créée quand on compare un lustre. On voit bien que le lustre est dessiné, il a été fait par un artiste contemporain, il a été fait plus que par un artisan, vraiment par des artistes. Et en fait on n'imagine pas que le moteur ait pu aussi être fait par un artiste et dessiné. Alors vous êtes spécialiste de la lumière, enfin des luminaires, pas forcément de la mécanique, ou un petit peu aussi? Non, passionné par la mécanique, donc spécialiste, collectionneur, restaurateur de luminaires, ça oui. Et en fait, je trouve que le luminaire est très inattendu, c'est-à-dire que le luminaire c'est une grande chose, très sophistiquée, et que les gens ont pas forcément, le public n'a pas forcément en tête la sophistication d'un luminaire. Et même problème avec les moteurs, même problème avec les mécanismes de montre, je pense que le public ne sait pas qu'une pièce mécanique de moteur c'est dessiné autant qu'un objet de design, et que aujourd'hui on n'ouvre plus, surtout avec les voitures électriques, on n'ouvre plus le moteur pour voir comme c'est beau, alors qu'à l'époque où ces moteurs-là naissaient, à chaque fois ce sont de nouvelles innovations, de nouvelles technologies qui sont en train de naître. Elles sont toujours créées par des inventeurs, et ces inventeurs-là sont des artistes et ils les dessinent. Donc chaque luminaire ici dans cette exposition est associé à un moteur? Complètement, donc vraiment lumière sur, donc un moteur, un lustre, et j'ai choisi des moteurs qui sont modernes et j'ai choisi des lustres qui sont modernes, mais peut-être modernes en 1920 ou en 1910. Des artistes sont derrière les moteurs aussi. Complètement, la notion d'artiste, d'artisan, d'ingénieur, etc., c'est aujourd'hui qu'on essaye de cloisonner. Mais quelqu'un qui va inventer une nouvelle technologie, qui va partir d'une feuille blanche et dessiner, un artiste, ça doit être inutile? Pas forcément. Quelqu'un qui va faire quelque chose de beau, utile, sera aussi un artiste. Donc là, les artistes doivent travailler avec les techniciens, les ingénieurs qui vont fabriquer le moteur ou même le luminaire pour pouvoir passer le câble électrique, etc. C'est souvent en fait l'ingénieur qui est un artiste. Et ça, on a du mal à l'imaginer. Mais l'ingénieur, quand il a créé la chose qui doit marcher, qui doit freiner, qui doit avancer, qui doit éclairer, il la crée belle. Et c'est ça qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre. On veut absolument mettre l'ingénieur non esthétique et l'artiste non ingénieur. Et c'est la même chose. Artisan, artiste, ingénieur, la personne qui crée quelque chose va y mettre son cœur et va donner de l'esthétique. Je suis toujours avec Régis Mathieu pour cette très belle exposition qui allie les luminaires et les moteurs. Et là, c'est une rareté que nous avons juste à côté de nous, juste devant la vitrine d'ailleurs. Oui, c'est un moteur, c'est un petit peu celui qui pour moi attire le public, parce que c'est un moteur d'une marque que tout le monde connaît, Ferrari.
mais c'est pas n'importe quel moteur Ferrari, c'est le premier moteur Ferrari. C'est-à-dire qu'en 1948, Ferrari vient de naître, on vient de fêter son 70e anniversaire, et Ferrari va demander à un ingénieur qui s'appelle Colombo de créer un moteur V12. Et là, vous avez un V12 à compresseur 1500 créé par Colombo et monté sur une des toutes premières Ferrari de course. Voilà, qui est un engin de course, hein, justement, c'était ma question. Complètement un engin de course. Il faut savoir que Ferrari, Enzo Ferrari, c'était le patron de Fiat, à l'époque de la compétition, pas de Fiat, pardon, d'Alfa Romeo, et que c'est vraiment un homme de la course, et que les premières Ferrari vont être des voitures de course avec des carrosseries plus passe-partout, mais vraiment des voitures de course. Et c'est vraiment le début de cette marque et le début de ces très jolis V12 très pointus. Et vous avez voulu l'associer avec ce luminaire et ces libellules? Complètement, des libellules. Donc un luminaire de Alessandro Mazzucotelli, qui est en fait de 1902. Donc 1900, c'est le début de l'électricité et c'est la première fois qu'on peut commencer à avoir des lumières vers le bas. La lumière vers le bas avec des bougies, c'est impossible. La lumière vers le bas avec le gaz, c'est extrêmement rare. Par contre, quand l'électricité est arrivée, il fallait cacher l'ampoule et la lumière vers le bas était tolérable. Donc là, vous avez quelque chose d'extrêmement contemporain qui a été créé en 1902, en fer forgé, sur cette mode art nouveau naturaliste, mais avec des lignes complètement contemporaines et autour de cette nouvelle source d'éclairage qui est l'ampoule. Et avec ces pierres aussi rondes, en tout cas, je ne sais pas si elles sont rondes de partout, qui donnent un peu de couleur. Oui, qui sont censées jouer avec le filament de l'ampoule et donner cette couleur, parce que le fer noir c'est un petit peu dur, et donc tous ces lustres-là sont uniques. Je l'ai déjà vu en vert, là on l'a en bleu, on l'a aussi avec d'autres matériaux, et c'est une pièce qui est vraiment très connue, et il faut imaginer en 1900, c'est vraiment un lustre contemporain. Ils se marient très bien, tous les deux. Complètement, je trouve que le noir, le bleu, la manière dont c'est fait, la manière dont les lignes droites créent quelque chose, créent une forme, créent un mouvement, je trouve que le moteur a ça, quand on voit ce moteur, on l'imagine tourner, il y a un vrai mouvement. Et cette très belle exposition où vous mariez les moteurs anciens avec vos luminaires. D'ailleurs, celui-ci, il est à vous, il est de vous? Complètement, il est de moi, donc je suis très fier. C'est un système d'astrolabe, de sphère armillaire qui tourne autour du Soleil. Tout est en quartz, tout tourne. Il y a un mécanisme de roulement à billes et vous pouvez avoir soit ce lustre très étendu qui fait des tours comme ça dans tous les sens, soit le ramener, avoir un lustre très plat. C'est du quartz noir. Il faut savoir que le quartz, c'est l'élément d'origine des lustres. Quand on dit un lustre en cristal et qu'on est au XVIIe siècle, on pense pas à du verre ou à du cristal artificiel, on pense à du quartz, à du cristal naturel. Et donc, pour moi, c'est un lustre complètement intemporel parce qu'inspiré des sphères armillaires, des astrolabes du XVe siècle, et à la fois complètement contemporain parce que cette notion de rétroéclairage derrière le quartz est moderne. Et je l'ai associé à ce moteur Hispano-Suzanne 1933, qui est un moteur vraiment rare. Quand on pense à un moteur Ferrari qui est de 12 cylindres, mais qui est tout petit, très léger, etc., là, on a un moteur aussi 12 cylindres, pareil, avec un énorme compresseur, avec un double allumage, qui est en fait un moteur complètement contemporain à cette époque-là, parce qu'on a un énorme moteur. Hispano-Suza a fait des voitures de luxe, mais a aussi fait des avions et des moteurs d'avion. Donc là, on est vraiment entre les deux. Et ça se marie vraiment parfaitement bien, là encore. Pendant toute l'exposition, il reste dans cette position-là, vous pouvez changer au fur et à mesure des jours. Ça m'amuse de le toucher et de le mettre dans d'autres, comme de faire tourner les hélices du moteur. Oui, en fait, c'est le mouvement qui est génial. C'est que dans le moteur de voiture, il y a le mouvement. Et je trouve que dans le lustre, il y a aussi le mouvement. Un lustre, c'est pas fait pour recevoir des toiles d'araignée et de la poussière. Ça vit, on bouge les bougies, on les enlève, on le fait vivre. Et ce lustre en est vraiment l'exemple. Et là, on est vraiment dans le pur mécanisme qui se voit finalement, parce que souvent on ne le voit pas le mécanisme. Mais en fait, le mécanisme, normalement, il ne se voit pas. C'est ça qui est assez amusant dans toutes ces montres. Là, vous n'avez que l'arrière des montres. Ces horloges-là sont toutes fermées. Donc, ces très beaux mécanismes ne se voient pas. Et quand je dis très beau mécanisme, là, j'ai expliqué de manière un petit peu grande la technologie, la technique, toutes ces roues en laiton. Il y a des roues qui sont en or massif, les axes sont sur des pierres précieuses. On est vraiment dans un objet de luxe, un petit peu comme le luxe qui est au-dessus de nous, qui est en quartz, où vous avez toutes ces roues qui sont en quartz. On est vraiment dans des objets de luxe proches de la bijouterie. D'ailleurs, on parle de joaillerie, l'horlogerie et la joaillerie, on comprend bien pourquoi. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que la joaillerie, c'est ce qu'on voit, les pierres précieuses de la montre. Personne n'imagine que la joaillerie est à l'intérieur des mécanismes. Et que là, vous avez des montres du XVIIe siècle au début du XXe siècle, où vous avez un travail complètement fou, des Breguet, des Patek Philippe, des grandes maisons anglaises, américaines. Vous avez un travail complètement fou de guillochage,
de ciselures, de détails, avec des visages, avec des fleurs à l'intérieur d'une boîte qui est fermée. C'est parce que cette notion d'esthétique est très importante. La personne qui a conçu ces montres, c'est vraiment un artisan, c'est un artiste. Et il ne peut pas ne pas avoir la notion d'esthétique. On a tendance à dire, Bugatti disait ça, qu'une mécanique qui est belle marche bien. Et là, on le voit. Enfin, on voit comment ça fonctionne. Et vous avez quelques montres squelettes, comme celle-là, où justement tout est vitré pour qu'on voit la mécanique. Mais imaginez bien que tous ces mécanismes de montres sont fermés, en fait. Et que c'est la notion d'art, pour moi, la notion de luxe, c'est de donner plus que le minimum aux gens. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'on donne énormément de choses. C'est que ce qui ne se voit pas est encore plus travaillé, plus fin, mieux réalisé que ce qui se voit. Nous sommes toujours avec Régis Mathieu et on découvre ces associations entre les moteurs anciens que l'on voit ici et puis ces luminaires absolument splendides. Celui-là est très impressionnant. Oui, merci. C'est moi qui l'ai donc créé, dessiné, en m'inspirant évidemment de dessins qui sont dans la nature, de dessins qui existent. Notamment là, c'est une méduse. Donc tout est en bronze, doré et argenté, et puis les pendants, les tentacules sont en cristal de roche. Et il est clair, je trouve qu'il se marie très très bien avec ce petit moteur, qui est petit mais quand même assez impressionnant. C'est un moteur Bugatti du début des années 20, qui est un double arbre à cam en tête, on voit bien les deux cams ici, avec ces 4 bougies, donc 4 cylindres à compresseur, pour montrer qu'en fait Bugatti cherchait à faire des moteurs très compacts, très petits, très légers, mais très puissants et avec énormément de technologie qui, aujourd'hui, un moteur double arbre, ça paraît simple et banal, mais imaginez-vous, en 1920, c'est vraiment quelque chose de moderne. Et je trouve que la modernité ne se démode pas, c'est-à-dire que cette méduse, si vous voulez, les dessins qui m'ont inspiré cette méduse datent de 1895-98. Gustave Eiffel a été inspiré par les mêmes dessins. Et il y a ce côté complètement intemporel dans les matières. Et je trouve que ce moteur a ce côté aussi complètement intemporel. Et même au niveau de la technologie, un double arbre, un compresseur, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans des voitures de sport. Alors là, un nouvel exemple, je crois que c'est de votre création, celui-ci. Complètement. Il s'appelle Orbit. Même si quand je le vois à côté du moteur, j'aurais pu l'appeler engrenage parce que je trouve qu'il répond très bien au moteur. Donc ce qui est un peu novateur avec ce lustre, c'est que c'est un premier lustre que j'ai dessiné de manière verticale. C'est-à-dire qu'on laisse complètement tomber le côté lustre rond où tout le monde voit la même chose. Là, on a un lustre où une personne va voir une chose très très fine et puis de l'autre côté, vous allez voir un grand cercle. C'est-à-dire qu'on assume vraiment que le lustre est une sculpture. Encore une fois, il est en quartz, qui est l'élément noble des lustres, le cristal naturel. Et il fait écho à ce lustre, à ce moteur, rempli d'engrenages, qui est un moteur assez important. Le musée de Mulhouse me l'a confié, le musée Schlumpf d'aventure industrielle, enfin automobile. Et vous avez ce moteur qui appartient à une Pain-Relevassor. Il faut savoir que Pain-Relevassor, c'est français et c'est la première marque automobile de l'histoire. C'est les premiers à avoir fait une automobile, puis hippomobile, à 4 roues. Et d'ailleurs, cette voiture, qui est la voiture la plus ancienne de l'histoire, est pas très loin d'ici, place de la Concorde, à l'Automobile Club. Avec le moteur qui va dedans et avec tout le reste. La voiture est complète, voilà. Moi j'ai le moteur, mais la voiture est complète. Et encore une fois, on est vraiment en 1900 et on voit toute cette mécanique, la manière dont c'est fait, les matériaux nobles aussi, de l'aluminium, du fer, du laiton, du bronze, du cuivre. On est vraiment dans quelque chose de très noble. On est au début de l'automobile et ces moteurs-là sont faits pour être vus, pour être admirés, et pour être utilisé, comme les lustres. C'est ça qui est merveilleux, on n'est pas dans un art qui est sans aucune utilisation. On est vraiment quelque chose qui est bien dessiné pour être bien utilisé. Et là, encore une fois, ce sont des musées qui vous ont confié ces moteurs-là. Alors, les moteurs de voitures m'ont été confiés par le musée Schlumpf à Mulhouse. Certains moteurs m'ont été confiés par monsieur Servet, un monsieur qui est en Belgique, qui collectionne les moteurs industriels, le début des moteurs industriels. Et enfin, les mécanismes de montres m'ont été confiés par un musée à Entraigues, qui est le musée de l'horlogerie de Provence. Bien, bravo, et tout ça à voir ici dans votre galerie qui s'appelle tout simplement comme vous. Oui, Galerie Régis Mathieu. Ouais. Là, on est parti sur un moteur
bien gros. En tout cas, il est imposant. On le voit tout de suite en arrivant il est derrière la vitrine en fait. Alors ce moteur, il a une jolie histoire, de la part de son concepteur. C'est Monsieur Farman. Monsieur Farman est un pilote de chasse, et il va créer les premiers avions de chasse pour l'armée française. Donc ce moteur est vraiment sur un modèle d'avion de chasse. On le voit d'ailleurs à l'élégance de l'hélice à l'avant. On est dans cette logique d'avion de chasse. Il faut savoir que l'aviation et l'automobile, on l'a quasiment découvert en même temps. Donc des gens comme Gabriel Voisin, comme Farman, étaient à la fois pilote d'avion et concepteur automobile. Et après la Première Guerre mondiale, Farman va se mettre à fabriquer des voitures. Alors le moteur est à la fois très imposant, très beau, et en plus il est couplé avec sa boîte de vitesse. Donc là vous avez vraiment tout le bloc mécanique qui est là, et on voit à quel point c'est beau. Vous avez de l'autre côté du cuivre, du laiton, de l'aluminium, et tout est vraiment dans du détail. On sent qu'on est vraiment, je sais pas, quand je vois ce moteur, moi il me fait penser à un moteur d'avion. Et ça m'amuse beaucoup de l'avoir mis en parallèle avec ce lustre de Jacques Adnet, qui est de 1929. Alors c'est très amusant, quand je demande à des amis pour toi de quelle année il est ce lustre, on me dit toujours 50, 60, même 1970, alors que le lustre est de 1929. Jacques Adnet va faire un lustre autour de ces nouvelles ampoules à filaments, ce ne sont pas du tout des néons. Et ce lustre-là est très très connu, excessivement rare, mais il est connu parce que la lampe assortie a toujours été éditée. Donc on voit régulièrement la lampe et on ne voit quasiment jamais le lustre. Nous l'avons dans nos collections depuis près de 20 ans maintenant, et nous sommes très fiers de montrer à quel point les lustres sont modernes. Pour moi, ça c'est un lustre archi-contemporain, mais contemporain en 1929. Il se marie très bien, parfaitement avec ce moteur. Complètement, et d'ailleurs, quand on est dans la vitrine et qu'on est à l'extérieur, à un moment s'aligne ce lustre et l'hélice de l'avion, en tout cas de la voiture, mais qui est vraiment une hélice d'avion. Et vous avez vraiment de très belles pièces, et on sent que tout a été dessiné. Là, c'est carrément une voiture, version miniature. Est-ce que c'est une vraie ? Alors, je voulais rendre hommage à Pierre Serry. C'est un ingénieur, un garçon passionné par l'automobile, qui a réalisé cette auto qui est complètement folle. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un jouet là, mais c'est pas du tout un jouet, c'est la réduction d'une vraie Ferrari. Tout est à l'identique d'une vraie Ferrari. Et quand je dis tout, pas uniquement le moteur, la boîte de vitesse, la batterie fonctionne, la clé est une vraie clé, les compteurs ont de l'horlogerie à l'intérieur, la carrosserie, le tissu vient des Ferrari, l'auto fonctionne. Si vous mettez de l'essence dans cette voiture, vous faites démarrer, remplir les pompes à essence, la voiture démarre, elle fait un vrai bruit de Ferrari, tout ça avec 1 mètre de long. C'est un travail qui a demandé 12 ans à son créateur, quelque chose d'absolument fou pour un passionné de mécanique, un vrai amateur de mécanique. Et quand j'ai mis ces moteurs-là, je me suis dit, j'ai très envie de montrer une voiture. Mais comment faire pour montrer une voiture dans la galerie, surtout en vitrine ? C'est petit. Et Pierre m'a prêté très gentiment cette auto qu'il a fait venir de Suisse d'ailleurs pour l'exposition, et qui est une auto que j'ai vue rouler. D'ailleurs, si vous tapez sur internet Pierre Serry, vous allez voir cette auto rouler. Et c'est très surprenant, même en termes de bruit, en termes de sensations. Vous avez vraiment l'impression d'être à côté d'une vraie Ferrari, alors que la voiture fait 1 mètre de long. Et donc du coup, les pièces n'existaient pas, il a dû les fabriquer lui-même. Il a tout construit. Tout construit. Il a construit les outils pour faire les pièces elles-mêmes, et il a tout construit. 12 ans de travail, et quand vous rencontrez la personne, c'est un garçon très simple, très humble, qui... Moi, j'avais fait un travail comme ça, je passerai à la télé tous les jours pour en parler. C'est vraiment extraordinaire. Et on n'est vraiment pas dans un jouet, on est vraiment dans un travail très très minutieux, d'horlogerie, j'aurais tendance à dire, alors que ce ne sont pas des montres, c'est une voiture. Et c'est là qu'on voit en fait que c'est qu'une histoire de rapport. Que ce soit un lustre, un moteur, un mécanisme de montre, on est vraiment dans les mêmes choses. C'est-à-dire que pour faire ça, il a souvent dû utiliser des outils qui servent à faire des montres et tout ce qui a un rapport avec la miniaturisation. Alors que nos voitures sont très très précises, mais ne sont pas dans la miniaturisation. Et on continue à découvrir votre belle collection, exposition que vous nous faites profiter là ensemble. Un moteur Mercedes ici, qui date de quand ? 1911, donc un moteur simplex, un moteur en T à 4 cylindres verticaux avec les soupapes extérieures. Donc on a vraiment les soupapes qui sont là, les axes, toute la mécanique du moteur se voit. On ouvre ici avec ces petits robinets. Et ce qui est vraiment très beau, c'est qu'en fait, tout
doit se voir, donc tout est vraiment joli, tout est dessiné, aucune pièce est au hasard, tout est arrondi, la manière dont c'est fait, même les jeux de couleurs se répondent. Vous avez du fer, du cuivre, du laiton, de l'aluminium, et j'ai trouvé que c'était très marrant de mettre ce moteur en parallèle avec ce tout petit lustre que j'ai ramené maintenant il y a une vingtaine d'années des États-Unis, qui est un lustre de saloon, donc un lustre à lampe à huile, mais lui aussi il est en fer, en fer mais très joliment fait, et il a un système de monte-baisse en cuivre et en aluminium, où quand vous tirez sur la petite, comment on peut dire, le petit levier qui est là, vous allez avoir le lustre qui va monter, parce que vous avez en haut un petit ressort et une petite goupille, comme une soupape. Et en fait, je trouve que ce lustre et ce moteur sont vraiment dans le même esprit, même si le lustre est un petit peu plus ancien que le moteur. La mécanique se voit. La mécanique se voit, s'assume, et comme en fait on est fier de la mécanique, c'est-à-dire qu'on est fier d'acheter quelque chose et d'avoir remplacé son vieux cheval ou sa vieille mule contre un moteur. C'est quelque chose de moderne, on est avant-gardiste pour utiliser ces choses-là, et en fait on est très très fier de sa mécanique, on veut la comprendre. La personne qui roule avec la voiture doit pouvoir faire des petits réglages par lui-même, comme l'allumage ici ou bien le calage des soupapes, et la personne comprend comment ça fonctionne. C'est pareil pour les avions. Il faut imaginer que ce genre de moteur faisait aussi voler des avions à l'époque, et que rouler en voiture ou voler en avion n'était pas quelque chose de simple. Un petit peu comme s'éclairer avec un lustre. Imaginez-vous vous éclairer avec un lustre, avec une dizaine de lampes à huile ou avec une cinquantaine de bougies. Eh ben, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui, on n'appuie pas sur un bouton pour s'éclairer. Il faut mettre des bougies, il faut lier toutes les mèches, il faut éclairer tout ça, et c'est un effort qui va vous donner une vraie récompense. Là, cette fois-ci, 2 moteurs sont mis à l'honneur ici, et pas n'importe lesquels. Oui, voilà, 2 moteurs que le musée de Mulhouse a eu la gentillesse de nous confier. Alors à Mulhouse, c'est la caverne d'Ali Baba pour les fanats de Bugatti. C'est la plus grande collection Bugatti au monde. C'est vraiment un endroit extraordinaire que je vous encourage à aller voir. Ça vaut vraiment la peine. C'est merveilleux. Et là, vous avez 2 moteurs Bugatti. Le classique 8 cylindres en ligne, l'espèce d'anthologie de Bugatti, un moteur magnifique, très beau, très simple, et puis comme Bugatti, très petit. Quand vous venez visiter l'exposition, comme les moteurs sont côte à côte, vous voyez qu'un moteur Ferrari c'est plus petit qu'un moteur Hispano-Suiza, qu'un moteur Bugatti ça se sent plus léger et c'est beaucoup plus petit qu'un moteur Farman, etc. Donc là vous avez du magnésium, de l'aluminium, c'est très contemporain, ça marche très fort. Et puis l'horlogerie est très proche de ces moteurs-là. Vous avez tout le bloc moteur qui est guilloché. Ça veut dire qu'il y a un travail sur le métal pour donner un aspect avec ces petits croisillons que l'on fait et que l'on retrouve dans les cadrans des montres. Donc on est vraiment liés. Et puis ce petit moteur-là est assez extraordinaire aussi. C'est un demi-moteur 8 cylindres comme celui-là, mais à double arbre, qui est en fait un moteur de Formule 1 que Bugatti a coupé en deux pour avoir un demi-moteur de Formule 1. Donc un moteur de Formule 1 encore plus léger, parce que Bugatti pensait que les voitures ne devaient avoir que des muscles et de la peau, parce qu'en fait c'était un fanat d'équitation, et pour lui une voiture c'était léger, il y avait un moteur et une carrosserie, c'est tout. Et donc je trouve ça assez génial dans sa modernité, dans la manière dont il se positionne, dans la manière forte dont il crée les choses. C'est un ingénieur, Ettore Bugatti, Carlo c'était son papa, qui a déposé 1000 brevets. Et ce qui est assez génial, c'est cet ingénieur qui a créé des voitures, qui a créé des choses extraordinaires, en fait a fait les beaux-arts. Donc il n'y a pas d'hasard si ces voitures sont excessivement dessinées, et si une pièce Bugatti, on la reconnaît parmi 1000. Mais à l'époque, je dirais que je pense que les écoles d'ingénieurs devaient passer 50% à expliquer aux personnes qu'il fallait faire de belles choses. Cette logique de dire quand c'est beau, ça marche bien, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a un petit peu perdu, et c'est bien dommage. Et là on le retrouve, et je suppose que les fans de voitures, quand ils vont voir ces moteurs Bugatti là par exemple, vont être ravis. Les fans de voitures vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. C'était ça le challenge, c'est-à-dire que vous êtes fanat de Bugatti, vous avez vu toutes les Bugatti, etc. Sauf que ça, à Mulhouse, c'était pas exposé. Ça veut dire que vous l'avez pas vu. Donc là, je suis très heureux. Et je pense que les fanats de Bugatti vont découvrir les lustres. Parce que pour le coup, l'association lustre-moteur, elle n'est pas évidente. Un fanat de Bugatti la fait pas naturellement. Et grâce à cette exposition, je pense qu'il ne regardera plus jamais les lustres comme avant. Et un fanat de lustre, ça peut être madame qui l'accompagne par exemple, elle ne regardera plus jamais les moteurs comme avant, parce qu'on n'a jamais pris les moteurs éclairés, on lui a mis devant les yeux pour lui expliquer que ça pourrait être vraiment une sculpture contemporaine dans le salon. C'est un lieu qui bouge, évidemment. On retrouvera toujours des luminaires, mais de manière différente.
Oui, eh ben, j'espère. En tout cas, cette exposition va durer jusqu'à fin mars. Elle est ouverte du lundi au vendredi soir. Nous sommes fermés le week-end, comme la galerie, donc de 10h à 19h. Et ce dont j'ai envie, si vous voulez, c'est partager ma passion. Donc là, vous avez ma passion pour les mécanismes de montre, ma passion pour les moteurs, ma passion pour l'automobile, évidemment ma passion pour les lustres. Et j'ai envie de faire une exposition que j'ai faite il y a un petit moment dans le Sud et qui a eu énormément de succès, qui est une exposition sur l'histoire des lustres. C'est-à-dire qu'on commence au début, quand on a voulu faire un objet, un très bel objet pour suspendre des bougies, jusqu'aux lustres d'artistes contemporains, et montrer cette évolution dans le design, dans les technologies, dans les matières. Et donc, j'aimerais faire une jolie exposition sur l'histoire des lustres. Donc, vous serez le bienvenu à ce moment-là pour qu'on reparle de l'histoire des lustres. Avec grand plaisir. Quand on vient ici, on découvre des lustres de votre collection, mais aussi de vos créations, comme celui-ci là, qui est assez impressionnant. Alors c'est un de mes derniers lustres, celui-là, j'en suis très fier. Ça s'appelle le lustre oursin, inspiré justement par ses exosquelettes. Il y a 800 citrines, des pierres semi-précieuses, ce qui est vraiment le cas des mécanismes d'ailleurs qui nous entourent, ou bien des lustres à l'époque, d'utiliser des pierres semi-précieuses. On est dans un registre de bijouterie. Et ce sont ce genre de lustres que j'adore parce que énormément de clients aujourd'hui me demandent de dessiner des grands lustres d'1 mètre, 1,50 m de diamètre, etc. Sauf qu'ils sont dans des appartements et qu'il y a 2,50 m de hauteur sous plafond. Donc il faut imaginer de très grandes choses très plates et ça, c'en est l'exemple. C'est vrai qu'on a souvent besoin de combler un espace avec un lustre, c'est toujours beau. Dans un escalier par exemple. Voilà, mais dans un escalier, on me laisse faire des lustres qui sont des proportions qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire 2 fois 3, enfin 2 tiers, 1 tiers, on va dire, sont beaucoup plus hautes que larges. Alors que très souvent, on me demande ce genre de lustre avec des grands diamètres, et la surprise, c'est qu'on est dans un appartement et qu'il n'y a pas de hauteur sous plafond. Donc nous avons à la lustrerie de très grands lustres en cristal, rectangulaires par exemple, très beaux, et qui font 7 cm de haut sur 1,40 m de long. Donc vous serez toujours surpris en venant vous visiter. Donc ouvert toute la semaine, pas le samedi dimanche. Complètement, et puis toujours bienvenue, ça me fait plaisir de partager nos passions avec le public. Aux 2 rue de Miroménil. Voilà, exactement. Merci Régis Mathieu. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir accueillis et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite bien sûr sur IDF1 pour découvrir d'autres lieux de sortie en Ile-de-France. À bientôt.